Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je tourne la partie 2 de la FAQ que nous avions commencé dans la vidéo précédente. Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous avais laissé une boîte aux questions où je vous avais laissé libre de me poser toutes les questions que vous vouliez. Et donc dans la première partie de ces FAQ, j'ai répondu à toutes les questions qui concernaient davantage tout ce qui concerne mon livre, ma vie perso, ma pratique personnelle de la magie. Et pour cette nouvelle FAQ, je réponds aux questions que vous m'avez posées concernant vos soucis, vos problèmes en termes de pratique magique. Vous m'avez demandé beaucoup de conseils sur toutes sortes de questionnements qui ont un lien avec le monde de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie. Donc on y répond aujourd'hui. C'est parti les amis. Première question. Comment pratiquer quand on n'a pas le temps? Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que on n'est pas tenu de pratiquer tous les jours la magie, ni même toutes les semaines, ni même tous les mois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'abondance de ressources sur les réseaux sociaux pourrait nous faire croire qu'une sorcière, un pratiquant de la magie ou de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui passe son temps à pratiquer. En l'occurrence, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En réalité, je trouve que plus on progresse dans la pratique magique, plus on apprend à faire un usage parcimonieux de la magie. Donc à titre personnel, je ne pratique pas du tout tous les jours. Je dirais plutôt que vie magique et vie profane s'interpénètrent comme ça d'une façon assez harmonieuse, mais je ne fais pas un rituel tous les jours, je ne fais même pas un rituel toutes les semaines. Parfois, il se passe vraiment plusieurs semaines sans que je fasse rien du tout. Donc voilà, déjà la première chose, c'est peut-être s'enlever cette charge mentale de se dire oh, « mais j'ai pas le temps de pratiquer ». En fait, déjà faites usage de la magie uniquement quand vous en avez vraiment besoin. Voilà, déjà c'est je pense une des sagesses que l'on acquiert avec le temps quand on pratique. Deuxièmement, comment on pratique quand on n'a pas le temps? C'est un peu faire ce que je fais moi peut-être. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de temps. Je suis comme tout le monde, hein, je travaille, j'ai des enfants, voilà, c'est pas toujours évident de dégager une heure, une soirée pour un rituel, pour une pratique. Donc la meilleure solution que j'ai à vous offrir pour ça, c'est ce que je vous ai déjà dit un petit peu en première partie là, de cette question, c'est d'intégrer votre vie magique avec votre vie profane. Ça peut se faire très simplement en fait. Je trouve que la pratique de la kitchen witchery, donc la magie des fourneaux, c'est idéal pour ça. Vous pouvez tout à fait utiliser le moment où vous allez cuisiner votre repas pour vous, ou même pour toute la famille, pour faire votre rituel en même temps. Voilà, ajouter des ingrédients à votre tarte aux légumes, ça peut tout à fait se transformer en rituel. Après, il y a plein de choses à faire. Quand vous allez prendre votre douche, vous pouvez prendre une simple douche et puis ça peut devenir un vrai rituel si vous en faites un rituel de purification. Vous utilisez certaines herbes, du sel ou d'autres choses, des incantations en même temps. Ça peut faire partie d'un rituel. Quand vous mettez vos chaussures et que vous faites vos lacets, vous pouvez faire un sortilège très simple de nœuds pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez manifester. Donc voilà, mon astuce pour pratiquer quand on n'a vraiment pas le temps mais qu'on a vraiment envie de mettre en place quelque chose, c'est d'intégrer votre pratique dans les actes du quotidien. Et ça, c'est assez facile à faire, mine de rien, et c'est plaisant. Ça permet de ne pas trop cloisonner les deux parties de votre vie et d'ajouter un petit soupçon de magie comme ça dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup ça. Deuxième question. As-tu des exemples concrets qui t'ont donné la certitude que ton sort ou ton invocation ont fonctionné? Tu es apparu à l'écran, je vais la retourner. Pardon. Deuxième question. As-tu des exemples concrets qui t'ont donné la certitude que ton sort ou ton invocation ont fonctionné? Alors, tout simplement, si ce que j'ai manifesté s'est réalisé dans le concret, je ne sais pas, si j'ai demandé une augmentation de salaire et que je l'ai, je peux en déduire que peut-être mon sort a fonctionné, en tout cas qu'il y ait pour quelque chose dans tout ça. Après, si c'est quelque chose de plus subtil, je ne sais pas, admettons... je veux protéger ma maison. Est-elle vraiment protégée? Est-ce que mon sortilège est efficace? Alors là, c'est déjà un peu plus compliqué de s'en rendre compte parce qu'on ne va peut-être pas attendre de se faire cambrioler pour savoir si notre sortilège est efficace. Hello. En tout cas, si on se fait cambrioler, on peut du moins supposer que le sortilège ne l'a pas été efficace. Quoi qu'il en soit, il y a des techniques qu'on peut... apprendre à maîtriser, par exemple. À mon sens, une des techniques qui est la plus
fiable, si on croit à ça bien sûr, hein, c'est le pendule. En fait, avec le pendule, on arrive à déterminer les endroits où il y a des fuites énergétiques, ce genre de choses. Alors là, il faut maîtriser l'outil, hein, c'est vraiment pas évident, ça prend du temps de maîtriser ce genre de choses, donc voilà, mais c'est une technique intéressante. On peut utiliser également les tarots, les oracles, pour tester là où en est notre sort, voir où... Est-ce qu'on peut obtenir des réponses concrètes, enfin concrètes, voilà, encore une fois, on est dans le milieu de l'ésotérisme, les amis, donc il est difficile d'appliquer des protocoles scientifiques qu'on applique pour des sciences dures à ce qui nous préoccupe ici. Donc il faut aussi faire confiance à votre ressenti et voilà, et chercher les preuves dans le réel que ça a fonctionné. Et pour conclure cette question, j'ai envie de dire que pratiquer des rituels, pratiquer la sorcellerie, c'est aussi un acte de foi. C'est réaliser quelque chose en ayant la certitude que ça va fonctionner, que ça va se manifester. Je pense vraiment que le doute, c'est vraiment ce qui fait dévier votre sort et qui parfois lui fait manquer sa cible. Donc la première chose à faire pour essayer de vous assurer que ça fonctionne, c'est déjà d'y croire complètement. Troisième question. Quel oracle choisir quand on débute ? Alors ça, c'est une question également qui m'a été posée un nombre incalculable de fois et je vais faire une vidéo dédiée à ça, à comment choisir son oracle, son tarot quand on débute, comment on fait quand on débute, quel type de tirage, quel type de rituel mettre en place avec tout ça. Donc ça, c'est prévu pour dans les semaines à venir, il n'y a pas de souci. Mais pour déjà vous faire une petite réponse simple ici, je dirais que si vous débutez et que vous voulez choisir votre premier oracle, il faut déjà déterminer à quel usage vous réservez cet oracle. C'est très différent d'utiliser un oracle pour chercher à être rassuré, parce qu'on va du coup, si on cherche à être rassuré, on va plutôt aller vers une gamme d'oracles qui s'appelle les doudou decks, ceux qui portent des messages positifs et rassurants, qui vont vous ouvrir des possibilités. Et si vous souhaitez plutôt utiliser un oracle pour faire de l'introspection, par exemple, aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, alors là, c'est pas du tout vers ce type d'oracle qu'il va falloir se diriger, il va plutôt falloir aller vers des oracles un peu plus... un petit peu plus brutes, quoi, dans le sens où, alors on ne cherche jamais à violenter la personne, mais il y a des oracles qui sont un peu plus amers que d'autres dans la façon de communiquer avec la personne qui vient consulter. Il y a des oracles qui délivrent des messages où vraiment ça vient venir questionner, qui vont permettre de faire une forme de shadow work, de travail de l'ombre. Alors c'est vraiment deux types de tirages qui sont complètement différents. Donc la première chose à faire quand vous allez choisir votre premier oracle, c'est de savoir quel type de travail vous voulez faire avec cet oracle. Ça va déjà orienter votre choix, en tout cas amenuiser considérablement votre choix. Ensuite, le conseil que je donne toujours, c'est tout simplement de choisir un oracle qui vous plaît aussi visuellement, parce que pour pratiquer avec efficacité, à mon sens, il faut aussi avoir un bon feeling avec les cartes, se sentir bien avec. Moi, il y a des oracles vraiment donc je n'aime pas du tout l'esthétisme, même qui me rebute. C'est impossible pour moi de travailler avec ce type d'oracle. En tout cas, je ne vais pas être réceptive aux messages qu'ils vont me délivrer. Donc c'est important que vous vous orientiez vers des jeux avec lesquels vous avez comme un petit coup de foudre, quelque chose qui est en résonance avec vous. Là, vous dites, ah oui, celui-là, j'ai vraiment envie de le manipuler, j'adore le graphisme, c'est beau, ça me parle, les messages qui sont délivrés, la façon dont c'est écrit, tout de suite, ça résonne en moi. Vous voyez, donc ça demande de faire un petit peu de passer en revue pas mal de choses. Alors moi, je présente tous les lundis, alors tous les lundis, pas depuis quelques semaines parce que je suis vraiment très occupée avec l'écriture de mon livre, mais très souvent le lundi, je fais des tirages pour tirer les énergies de la semaine, et à cette occasion, systématiquement, je vous présente un nouveau jeu de ma collection, que ce soit un tarot ou un oracle. Et tous ces tarots et les oracles, je vous les présente à chaque fois. Je vous parle de l'auteur, quel type de graphisme, à qui ça s'adresse. Et toutes ces stories, je les ai épinglées à la une sur mon compte Instagram, donc vous pouvez déjà aller voir si vous voulez vous faire une petite idée de ce qui pourrait vous plaire. J'en ai présenté dans des catégories très différentes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous rendre chez vos libraires ou vraiment dans les magasins spécialisés dans l'ésotérisme, parce que dans ce type de boutique, vous allez plus volontiers pouvoir ouvrir les boîtes. À la FNAC, on ne va pas ouvrir les boîtes pour regarder les jeux, ils sont sous scellés, alors que dans des magasins ésotériques plus indépendants, il y en a toujours
des exemplaires qui sont ouverts, donc vous allez pouvoir plus manipuler les cartes. Et puis n'oubliez pas que ici sur YouTube, en fait, il y a énormément de personnes qui présentent les nouveaux oracles pour les montrer. Donc c'est une bonne façon aussi de se rendre compte de à quoi ressemblent les oracles avant. Et puis voilà, n'oubliez pas, je vais vous tourner une petite vidéo dans quelques temps. Mais voilà mes deux conseils majeurs quand on veut choisir un oracle et qu'on débute. Un, savoir pourquoi on va l'utiliser, donc pour voir de quelle catégorie d'oracle, vers quelle catégorie on va se diriger. Et deuxièmement, l'attirance visuelle, tout simplement. Question suivante. Est-ce que la formation d'un cercle est obligatoire ou vivement conseillée du moins? Alors, oui, je pense que le fait de faire un cercle est vivement conseillé. Alors, encore une fois, tout dépend de votre pratique. Je pense que la formation du cercle est une étape importante qui non seulement garantit votre sécurité, mais aussi permet à votre potentiel sortilège de mieux fonctionner. Pourquoi ? Parce que tracer un cercle, ça vous permet de, non seulement effectivement de tracer une barrière invisible qui fait que ne va pas entrer dans votre espace toutes sortes d'énergie que vous ne voulez pas attirer à vous, et c'est souvent le cas quand on fait des sortilèges, notamment à certaines périodes de l'année, comme Samhain, voilà, où le voile entre les mondes est plus fin, voilà, on peut attirer à soi toutes sortes d'énergies non désirées. C'est le cas parfois quand on débute et qu'on ne sait pas trop avec quel type d'entité, de divinité on travaille. Donc oui, je vous conseille de faire un cercle pour vous prémunir de tout ça. Mais également parce que le cercle, c'est pas uniquement de la protection. Le cercle, c'est également une zone que vous créez autour de vous qui va permettre de concentrer l'énergie à l'intérieur, donc de la maintenir à l'intérieur de ce cercle, parce que vous savez, quand on jette un sortilège, il faut accumuler une certaine dose d'énergie. Sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà. Donc, le fait de tracer un cercle, ça vous permet de garder cette énergie dans cet espace, donc de le condenser pour éviter qu'il se disperse. Et au moment où vous jetez votre sort, vraiment qu'il soit complètement pris dans ce cercle et de pouvoir le projeter. S'il n'y a pas de cercle, l'énergie que vous accumulez, elle se disperse tout autour de vous. Donc, il y a beaucoup moins d'efficacité. Donc oui, pour garantir l'efficacité de votre sortilège et votre sécurité, je vous conseille de faire un cercle. Néanmoins, il y a des pratiques pour lesquelles, à mon sens, le cercle ne se justifie pas forcément. Alors, vous pouvez faire un cercle systématiquement, mais à titre personnel, ce n'est pas forcément mon cas. Par exemple, moi, quand je tire les cartes, je ne trace pas de cercle. Il y a certains praticiens qui tracent des cercles. Mais alors là, encore une fois, ça dépend avec quoi vous travaillez. Si vous tirez les cartes en faisant appel à des entités, à des défunts ou je ne sais pas quoi, en fait, oui, tracez un cercle parce que vous permettez à d'autres plans de se manifester chez vous. Et là, encore une fois, vous ne savez pas ce que vous attirez. Donc voilà, à mon sens, tracer un cercle, oui, il faut le faire. Encore une fois, ça dépend des pratiques, ça dépend de qu'est-ce qui caractérise votre pratique. Est-il prévu un rituel pour Imbolc? J'aimerais bien des informations à la mode Katie sur Imbolc. Alors, cette question était d'actualité parce qu'à l'époque où j'ai mis cette boîte à questions sur Instagram, on était en janvier, j'ai mis beaucoup de temps les amis à tourner cette FAQ, donc Imbolc était sur le point d'arriver. Donc non, j'ai pas fait de rituel pour Imbolc cette année, c'est un projet pour Imbolc 2024. J'aimerais beaucoup vous en tourner un pour l'année prochaine, j'aimerais vous en tourner un pour Lita là cette année. En somme, mon projet, c'est qu'il y ait un rituel par sabbat, voire même plusieurs. Simplement, j'ai pas eu le temps de le faire. Vous savez, j'en ai parlé dans ma première FAQ, mais alors en ce moment, je suis extrêmement accaparée par l'écriture de mon second livre. Et puis, je vais être globalement accaparée pour l'écriture de toute la collection. Ce qui fait que je suis quand même obligée de faire des choix sur là où je donne mon temps et mon énergie. Donc ça n'a pas été possible cette année pour Imbolc, mais c'est un projet auquel je tiens beaucoup. J'adore vous proposer des rituels. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Vous êtes très nombreux à me demander systématiquement est-ce qu'il y aura un rituel pour Ostara, pour Beltane et tout. Alors là vraiment pour Beltane, c'est sûr, il n'y en aura pas. Par exemple, j'aurais pas le temps de vous le tourner à temps. Par contre, oui, Lita, j'aimerais beaucoup. C'est quelque chose que je garde en tête pour vous proposer ça là pour le solstice d'été. Quoi qu'il en soit, voilà, je tournerai bien une vidéo par sabbat et j'ai même dans l'idée de vous faire peut-être d'autres types de vidéos, peut-être pour des pleines lunes, ce genre de choses, ou certaines intentions particulières. En tout cas, merci de l'intérêt que vous portez à ces rituels en ligne que je propose sur Etsy. Je cherche également à changer de plateforme parce que je ne sais pas si vous savez, mais alors Etsy
C'est une plateforme qui est pas formidable pour les créateurs de contenu. Enfin, Etsy prend un pourcentage énorme des ventes. Et puis après, je dois encore déclarer à l'URSSAF tout ça, donc c'est pas très intéressant pour moi financièrement. Je vais donc devoir d'ailleurs augmenter les prix des rituels, et puis surtout, j'aimerais changer de plateforme et peut-être même créer mon propre site web, ce qui serait vraiment l'idéal. Donc ça aussi, ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà. Question suivante. J'ai l'impression de ne pas dégager de puissance quand je fais de la magie. Quelles seraient les causes? Alors, il y a plusieurs causes possibles. Alors déjà, dans quelle forme physique es-tu? Est-ce que tu manques de sommeil? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es malade en ce moment? Je ne sais pas. En tout cas, toutes ces raisons qui peuvent affecter ton énergie physique, forcément, ça va impacter la quantité d'énergie que tu vas pouvoir accumuler pour ton rituel, parce qu'évidemment, la puissance qu'on dégage dans un rituel, c'est lié à la quantité d'énergie qu'on va pouvoir mobiliser. Et alors cette quantité d'énergie, elle vient en grosse partie de nous. On va utiliser aussi des plantes, des cristaux, enfin toutes sortes de choses pour encore augmenter cette énergie. Mais si ton énergie de base, elle est très très faible, il est évident que ça va être plus difficile pour toi d'accumuler de la puissance. Ensuite, l'autre raison qui peut faire que tu as la sensation de manquer de puissance, c'est peut-être que tu manques d'ancrage. Alors, c'est quelque chose qui est très répandu dans les milieux de la spiritualité, mais alors souvent on est très connecté à ce qui est en haut, un petit peu, je vais le dire péjorativement, mais ça n'est pas vraiment un perché, voilà, on a une vraie connexion avec les mondes subtils, mais on en oublie le rapport à la Terre. Et en l'occurrence, ce qui va te permettre d'avoir de la puissance pour ton sortilège, c'est la qualité aussi de ton ancrage. Te sentir vraiment bien stable sur Terre. Et pour ça, la visualisation, c'est une étape qui est très importante. Il y a toutes sortes d'exercices de visualisation qui vont te permettre de travailler ton ancrage, vraiment pour t'aider de cette puissance de reliance à la Terre pour gagner en puissance. Ensuite, une autre raison qui pourrait affecter ta puissance, c'est as-tu tracé un cercle? On en a parlé dans la question juste avant. Le fait de tracer un cercle de pratique, ça permet vraiment d'accumuler de l'énergie dans un lieu donné, de l'amplifier et de pouvoir la projeter ensuite. Si tu ne traces pas de cercle, à mon sens, tu perds en puissance. Et l'autre chose, c'est si tu as de la sensation de ne pas avoir de puissance, c'est peut-être que justement tu n'as pas accumulé assez d'énergie. Alors comment on fait pour accumuler de l'énergie? Parce que bien sûr que si tu veux projeter un sort, il faut vraiment que tu aies de la détente, quoi. Et donc pour accumuler cette énergie, il y a toutes sortes de techniques. Alors certaines personnes arrivent simplement en visualisation, mais si tu veux augmenter tes chances, tu peux avoir recours à des techniques comme la respiration. Une respiration très très active, ça va vraiment te permettre d'accumuler de l'énergie. Pour ça, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo spéciale pour Insta ou même ici en short pour vous montrer des exercices de respiration très simples pour accumuler de l'énergie facilement. Mais tu peux également danser, tu peux chanter. Le chant, c'est vraiment une super façon d'accumuler de l'énergie. Voilà, il y a toutes sortes de petites techniques comme ça, ou jouer de la musique. Ce sont des choses qui vont vraiment te permettre d'accumuler une plus grosse quantité d'énergie, donc de gagner en puissance pour projeter ton sort ensuite. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, il y a toujours des solutions pour gagner en puissance quand on pratique. Question suivante. Quel est ton top 3 des livres de sorcellerie? Alors, cette question, elle est extrêmement vaste et pour moi, c'est un défi presque insurmontable de n'identifier que 3 ouvrages. Et puis, c'est un petit peu vaste de dire en sorcellerie parce que forcément, la sorcellerie, c'est en soi déjà un sujet avec plein de catégories différentes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 3 ouvrages que j'aime beaucoup, mais dans des catégories variées. Donc, le premier ouvrage dont je vais vous parler, que j'adore, dans la catégorie sorcellerie / paganisme, c'est-à-dire pratique païenne, paganisme au quotidien, c'est ce livre-là qui s'appelle « Vivre la tradition celtique au fil des saisons ». Il a été écrit par Mara Freeman et il est publié aux éditions Vega. Ce livre
est fait comme un almanach. On traverse l'année, donc on commence au mois de janvier, puis on va faire comme ça tous les mois de l'année, et pour chaque mois, elle va proposer des récits autour des fêtes du mois en question, parler un petit peu du bestiaire, elle va mêler un peu le folklore, mais aussi les légendes, donc les pratiques et les légendes. Et alors, par contre, c'est plus un ouvrage qui nous parle des traditions de l'Irlande et un peu de l'Écosse. Donc c'est peut-être moins parlant quand on est français, mais pour moi c'est parlant quand même. En tout cas, si vous cherchez un très bon livre pour parler de paganisme, de pratiques païennes, je le trouve vraiment, vraiment remarquable. Alors après, en termes de... Est-ce que c'est ultra fiable en termes de sources? Parfois, on manque un petit peu de recul. Enfin, moi, je trouve, pour savoir, tiens, de quelle époque elle parle. Voilà, il y a des petites choses qui pourraient, à mon sens, être améliorées. Mais alors, franchement, c'était rien par rapport à la qualité de ce qui est écrit. Il y a même des recettes, toutes sortes de petites choses. On parle des plantes, faire un rameau de mai. Là, je regarde vraiment, c'est un... Si vous vous intéressez comme moi à tout ce qui est, toute la roue de l'année, les sabbats et tout, vous trouverez beaucoup d'inspiration dans cet ouvrage. Pour moi, c'est vraiment un classique. Ensuite, dans la catégorie sorcellerie, sorcière, pratique de la magie, débuter en sorcellerie. Voilà, un bon ouvrage pour débuter en sorcellerie. J'ai beaucoup d'affection pour celui-ci. C'est l'Almanach des sorcières, une année sur le signe de la magie. Encore un truc qui est au fil de l'année. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça, moi. Traverser l'année, commencer mois par mois, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que justement, je trouve que ça permet d'ancrer notre pratique dans la vie du quotidien. Enfin, c'est quelque chose qui est très ancré, donc je trouve ça vraiment chouette. Cet ouvrage, il est écrit par Opakiona Blackwood et Avi Ray aux éditions Contredire. Il y a une réédition chaque année parce que ce livre est enrichi tous les ans par un petit livret supplémentaire où il y a toutes les heures planétaires si vous utilisez ça dans votre pratique. Cet ouvrage, donc comme je vous l'ai dit, on commence à Samhain, on commence en octobre, parce que l'année sorcière commence en octobre, et puis on va comme ça traverser tous les mois. Donc ce que j'aime beaucoup avec cet ouvrage, c'est que non seulement on va présenter les sabbats, on va également présenter chaque pleine lune de chaque mois, et puis il y a aussi plein d'initiations. Par exemple, elle va vous parler de comment on fait pour fabriquer son encre, un rituel de guérison, les éléments, comment faire une lustrale, comment on fait pour faire un end fasting, vous savez, la cérémonie de l'union du couple. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés comme ça, qui ne sont pas forcément reliés à un mois en particulier, mais ça va venir enrichir le texte. Je trouve que c'est un très bon ouvrage quand on débute. Elle parle aussi des runes, elle parle des arcanes majeures du tarot, de quelques pierres, quelques dieux et déesses. Alors bien sûr, à chaque fois, tous les sujets sont survolés. On est sur une initiation, donc ça va vraiment vous demander d'aller plus loin. Mais il y a quand même des exemples de rituels qui sont vraiment très chouettes. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est écrit. Il y a certaines choses qui sont dites que je partage pas ou que j'ai remis en question, mais bon voilà, ça c'est normal. Enfin, on n'est jamais complètement d'accord avec un auteur parce que la pratique de la magie c'est pas quelque chose déjà qui est figé, voilà, comme ça, chacun a aussi un peu sa façon de faire. Mais vraiment j'ai beaucoup de tendresse pour cet ouvrage. C'est très sorcellerie des campagnes, vous voyez, hein, c'est pas des gros rituels super compliqués, c'est vraiment réussir à faire de la magie très facilement avec plein de petites activités dans le quotidien. Donc voilà, moi si vous voulez un chouette ouvrage pour commencer, celui-ci chouette. Ensuite, j'ai choisi un troisième ouvrage, qui est un ouvrage que j'aime beaucoup, qui est plus dans un sujet plus spécialisé. Mais cet ouvrage, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Il s'agit de Grimoire de magie forestière de Lyra Coltyr. Je vous l'avais présenté dans les chroniques il y a un an à peu près. Je vous remettrai la petite référence. C'est un ouvrage qui est dédié à la magie des champignons. J'aime beaucoup cet ouvrage parce qu'avant celui-ci, je trouve qu'on n'avait pas de ressources sur la question, du moins pas en français. Si ça existe en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a vraiment ouvert un super champ de pratique pour les sorcières. L'ouvrage regorge de bons conseils, de sortilèges, ça permet aussi de mieux se familiariser avec les champignons. Moi j'adore les champignons, mais en général, j'en avais déjà parlé, j'ai beaucoup de fascination pour ces petits organismes. Et je trouve que c'est un ouvrage qui est
qui est très sérieux dans sa façon de procéder. Lyra, on sent qu'elle est passionnée par son sujet. C'est une sorcière aussi qui pratique depuis longtemps, donc elle a aussi, comme ça, elle a de la bouteille, comme on dit voilà, dans la sorcellerie. Il y a aussi une très très belle introduction sur voilà comment on fait quand on récolte des organismes dans la nature, pour faire ça respectueusement. Voilà, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite l'an passé, mais pour moi c'est dans la catégorie plus sorcellerie, dans un domaine plus spécialisé, donc là les champignons, c'est vraiment un de mes chouchous, il est génial. Je rajoute que Lyra, elle a un compte Instagram où elle partage beaucoup de choses, elle a aussi une chaîne YouTube et elle a fait aussi un Patreon. Patreon, vous savez, c'est un abonnement qu'on prend mensuellement auprès d'un créateur de contenu et puis qui vous livre en contrepartie. Elle, en l'occurrence, c'est un livret qu'elle propose tous les mois. Il y a aussi des vidéos. Donc voilà, c'est très chouette ce qu'elle propose. Allez voir. Question suivante. C'est compliqué de pratiquer en extérieur pour moi. Est-ce fort embêtant? Non. Je crois que chacun doit pouvoir faire comme il peut. Hein. Dans la vie, on doit forcément s'adapter à nos conditions. Si pour toi, c'est compliqué d'aller en extérieur, honnêtement, on fait de la très bonne magie en intérieur. Moi, peut-être même la majeure partie de ma pratique, elle se passe en intérieur parce que je vis à Paris en appartement. Donc la plupart du temps, je pratique chez moi, tout simplement. Ça ne contraint pas ta magie. Et je dirais même que tu peux trouver des astuces pour ramener l'extérieur chez toi. Par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler avec la magie de la mer, la magie de l'océan, des rivières, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ma pratique. Je suis à Paris, j'habite pas à côté de la mer. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'en ai l'occasion, par exemple, si je vais en vacances au bord de la mer, je vais ramasser du sable, des coquillages, des choses qui viennent du bord de la mer, et puis je vais les ramener chez moi, puis ça va me servir dans ma pratique et d'invoquer l'élément eau plus facilement, de l'ajouter dans mes sortilèges. Donc, il y a toujours façon d'utiliser des éléments de l'extérieur et de les ramener chez toi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, tout simplement, il ne faut pas se culpabiliser avec le fait qu'on puisse pas pratiquer, je sais pas, au bord de la mer, dehors, auprès d'un feu, chacun doit pouvoir faire avec ce qu'il a et vraiment, chez toi, tu peux vraiment créer les conditions favorables pour tous tes sortilèges, pour peu que tu aies préparé un petit peu ton sortilège en amont. Quelles sont les bases essentielles à avoir pour la pratique de la sorcellerie selon toi? Alors, selon moi, il y a quatre choses essentielles. La première, c'est l'ancrage. J'en ai parlé un petit peu dans une question précédente, mais pour moi, si tu n'as pas un bon ancrage à la terre, ta pratique, elle risque de perdre en efficacité, puis toi, tu risques de te perdre dans ta pratique. Quand on travaille dans tout ce qui est spiritualité, magie, rituel et tout, c'est vite arrivé de partir, de se faire attraper par... voilà, des mondes qui sont un peu plus bas, enfin voilà. Donc à mon sens, un bon ancrage, à la fois un bon ancrage dans ta pratique, mais aussi une bonne prise dans la réalité, voilà, garder les pieds sur terre, c'est essentiel et puis ça t'assure aussi plus de puissance dans ta pratique. L'autre chose, à mon avis, la purification, c'est essentiel si tu veux pratiquer correctement, si tu ne sais pas purifier. Tu risques d'avoir quelques petits problèmes, tu vois, forcément, tu vas accumuler chez toi beaucoup de choses, tu vas pas savoir comment dégager des charges qui sont arrivées, puis savoir purifier, ouais, c'est à mon sens essentiel. Dès que tu veux faire un sortilège ou même quand tu as fini, il faut savoir purifier un endroit ou quelque chose ou ta propre personne. Troisième chose essentielle pour pratiquer, à mon sens, c'est la protection. Si tu ne sais pas te protéger ton lieu, tu risques d'avoir des petits soucis, c'est sûr. C'est comme si tu prenais ta voiture, tu ne mettais pas ta ceinture de sécurité, tu as quand même plus de chances qu'il t'arrive des bricoles, tu vois. C'est quand même bien que tu puisses mettre en place des protections. Dès qu'on se lance dans les travaux magiques, on attire à soi un peu plus de choses indésirables en même temps. Ça va te perdre, voilà. Donc, savoir te protéger ta maison, en tout cas ton travail, ce que tu fais, ouais, ça fait partie des bases de la magie. Ensuite, le quatrième truc, à mon sens, la base, mais vraiment, la base de la magie pour moi, c'est savoir visualiser. Pratiquer, manifester quelque chose, lancer un sortilège, ça passe par ta capacité à savoir visualiser ce que tu souhaites.
Visualiser, alors c'est beaucoup de choses, hein. Quand on dit visualiser, on a l'impression que c'est que en voyant par la vue, mais non, tous tes sens en fait sont mobilisés dans ce cas-là. C'est ressentir, c'est entendre, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, c'est savoir mobiliser tous tes sens pour justement visualiser, faire émerger ce que tu souhaites voir advenir dans ta réalité bientôt, pour que ce soit déjà là dans ta vie. Donc si tu ne sais pas visualiser, et bah clairement, tu n'as pas le prérequis pour réussir à projeter ton sortilège, parce que de base, y a pas l'image n'est pas créée, donc rien n'est possible, enfin, à mon sens. Donc pour moi, voilà, si on récapitule, c'est l'ancrage, la purification, la protection et la visualisation. Ce sont les 4 piliers essentiels pour pratiquer. Question suivante. J'ai peur de mal faire, peur d'être brouillon ou irrespectueuse. As-tu des conseils? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de pratiquer la magie et je comprends. Ça peut paraître impressionnant quand on n'a jamais pratiqué de rituel. On dit bah tiens, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Est-ce que je vais mal faire? On a un petit peu de mal à se lancer, tout ça. Enfin, c'est compréhensible. Et puis il y a énormément de ressources différentes sur Internet. Tiens, à qui je peux me fier? C'est un petit peu complexe. Donc déjà, je pense qu'il faut commencer par se détendre. Si tu as trop peur de pratiquer, c'est peut-être contre-productif de pratiquer tout simplement. Donc déjà, essayer de se tranquilliser par rapport à ça. Et puis tout simplement, au début, y aller tout doucement. On va pas... Si tu as peur de mal faire ou d'être irrespectueuse, commence pas par un grand rituel incroyable. Commence par un tout petit truc, un tout petit rituel d'or. Il y a un petit truc avec une bougie, tout simplement. Tu vois. Commence avec des petits sortilèges très simples à mettre en place, qui ne te demandent pas d'invoquer 36 000 trucs qui vont pas durer plusieurs jours. Voilà, un petit rituel très simple de base avec une bougie. J'ai une vidéo sur la question sur ma chaîne. Déjà, ça pourra te mettre en confiance. Donc voilà, moi je crois beaucoup à la théorie des petits pas. Commencer par des petites choses et puis petit à petit, tu vas enrichir ta pratique, tu vas prendre confiance et tu vas pouvoir passer à l'étape d'après, un sortilège plus compliqué. Voilà. La deuxième chose que je te conseille, si tu as peur de te lancer, voilà, que tu as peur de te cafouiller, c'est de suivre un sortilège qui est déjà écrit. Déjà, il y en a plein sur Internet, il y en a plein dans les livres, j'en propose dans mes vidéos. C'est très rassurant en fait de suivre à la lettre quelque chose, un sortilège qui a déjà été écrit, qui a déjà été pratiqué. Au moins, il est balisé, donc c'est rassurant pour toi. Et la troisième chose, c'est peut-être te faire guider complètement. C'est pour ça aussi que je propose les rituels en ligne. Je les ai écrits pour ça, en fait, pour toutes les personnes qui ont de la peine à se lancer, qui ont peur de mal faire. En fait, dans les vidéos que je propose de mes rituels sur Etsy, le sortilège, il est tourné en temps réel, donc vous faites vraiment toutes les étapes, tous les mouvements en même temps que moi. Donc c'est rassurant pour vous, vous ne pouvez pas vous tromper puisque de toute façon vous les faites en même temps que moi. Donc voilà, donc ça c'est très rassurant, puis ça peut vous donner vous de la confiance ensuite pour dire c'est bon, je suis capable, je peux me lancer, je vois ce que ça donne, c'est ok, ça se passe bien et en fait j'ai passé un bon moment, donc c'est bon, je me lance, j'écris mon propre rituel et je le fais. Donc voilà, donc mes conseils c'est ça, c'est y aller petit à petit, commencer par des petits sortilèges très 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 simples, des sortilèges qui sont déjà écrits, que d'autres vous ont recommandé, ou alors carrément des sortilèges qui sont déjà filmés, un peu comme les miens. Voilà, ça peut être une façon de vous mettre en confiance et puis d'avancer sur la voie. Question suivante. Des conseils pour communiquer avec les animaux totems. Alors moi, je suis pas trop fan de ce terme, là, les animaux totems, tout ça. C'est... ces appellations-là, voilà, je suis pas trop fan. Et puis... je vous ai tout à l'heure présenté le grimoire de magie forestière qui est écrit par Lyra Coltyr et justement elle en parle dans une vidéo, c'est dans une vidéo ou est-ce qu'elle en parle dans un post, je sais plus, mais elle a dit à un moment donné quelque chose qui était très juste. Elle disait oui, le problème avec les animaux totems, c'est que souvent on a l'impression qu'on a un animal totem, mais en fait c'est une projection de notre ego. Sinon, comment ça se fait que tout le monde a les mêmes animaux totems? Pourquoi il n'y a que des aigles, des tigres, des lions, des animaux incroyables? Pourquoi personne n'a un animal totem, le cafard, tu vois, c'est comme les autres, quoi. Donc en fait finalement le problème de l'animal totem, c'est que on a l'impression qu'on est représenté par un aigle, puis en fait non, c'est juste ce qu'on aimerait être, c'est une projection de notre ego. Déjà la question de l'animal totem, si tu veux communiquer avec lui, c'est-à-dire avec qui je communique en réalité, est-ce que c'est moi ou est-ce que je communique avec mon ego? Enfin, déjà c'est identifier ça.
Ensuite, si tu as envie de travailler avec un animal, ce qui est différent déjà, j'en parle un petit peu dans mon ouvrage de Grimoire de Samhain, parce qu'à chaque fois je vous présente un bestiaire, donc des animaux qui sont liés au sabbat dont je parle. Et je donne quelques conseils sur la question. Je vous dis que c'est possible de travailler en méditation, c'est possible de demander à l'animal de se présenter dans vos rêves. Moi j'aime beaucoup l'idée de travailler avec un animal en s'adressant à une divinité qui lui est associée. Par exemple, si vous voulez travailler avec le chat, l'esprit du chat, et que le chat c'est votre animal totem, vous pourriez dire, ah tiens, la déesse Bastet en Égypte, c'est une déesse chat, vraiment elle est incarnée pour ça. Est-ce que je ne travaillerai pas avec cette déesse, que par l'intermédiaire de cette déesse, accéder à l'animal, c'est des façons de procéder aussi. Donc voilà, vous pourriez aussi utiliser l'image de l'animal dans vos rituels, dans vos sortilèges ou sur votre autel pour entrer en communication. Il y a plein de façons de faire et là je vous laisse juste sur tout ça, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de l'étape précédente qui est est-ce que vraiment c'est mon animal totem ou est-ce que c'est une projection de ce que j'aimerais être, ce qui est différent. Après, c'est pas mal en soi, en fait, on peut se dire l'aigle, c'est un animal qui m'inspire énormément pour les valeurs qu'il dégage, et j'ai envie de travailler avec cet animal, l'esprit de cet animal, et ça, c'est génial en magie, en fait, on arrive à plein de choses, donc ça, c'est vraiment cool. Question suivante. Une bonne application pour discuter avec des sorcières, des païens, je me sens seule parfois. Bah ouais, je comprends. C'est vrai que la pratique de la sorcellerie, ça peut vite être une pratique où on se sent isolé, quand on évolue dans un univers où les gens ne sont pas sensibles à ça. Alors il existe de plus en plus de Discord où il y a plein de sorcières païens qui se retrouvent autour d'une personne qui fédère tout ça. Je suis un petit peu en peine de vous en conseiller parce que moi-même je suis pas tellement versée dans tout ce qui est Discord. Je m'étais déjà inscrite à un Discord ou deux, mais en fait je n'y suis jamais allée. Vraiment, c'est pas, c'est pas ma façon de faire. Je sais pas. Bref, c'est sûrement super cool, mais voilà. Et moi, je suis active sur aucun d'entre eux. Donc voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez été nombreux à me demander à différents moments, tiens, pourquoi tu crées pas un Discord, un espace où on pourrait échanger. C'est la raison pour laquelle je le fais pas, c'est parce que moi-même je suis pas très active sur ce genre de forum et puis je pense que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment qui fait que j'ai pas forcément envie de me mettre à administrer ce type de plateforme, mais pourquoi pas dans le futur, à condition d'avoir l'aide de quelqu'un qui m'aiderait à administrer tout ça, parce que à modérer, c'est comme ça qu'on dit, modérer tout ça, parce que c'est du temps tout simplement. Mais aujourd'hui il en existe déjà. Twig Taraxac de la chaîne, voilà, Twig, elle a un Discord et voilà, Twig elle est super chouette, gentille, donc j'ai aucun doute sur le fait que son Discord soit très bien tenu et que tout soit super bienveillant sur sa plateforme. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont des Discords. Voilà, et est-ce qu'il y a des applications sur le téléphone? Et bien s'il y en a, je ne suis pas au courant. Moi c'est vrai que j'utilise essentiellement Instagram et je trouve que déjà Instagram ça fédère quand même beaucoup de monde. Même si, voilà, moi je trouve que ces derniers temps, le climat s'est beaucoup dégradé dans la communauté ésotérique ces derniers mois. Voilà, faire attention un petit peu où on met les pieds en tout cas. Mais voilà, je n'ai guère plus de conseils à vous donner sur tout ça, parce que voilà, moi-même je suis assez peu active, donc voilà. Des conseils pour avoir une pratique magique dans le quotidien d'une vie en ville. C'est un sujet super intéressant parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, mais moi j'habite à Paris et ça étonne très souvent les gens de dire « Ah mais on ne dirait pas que tu es à Paris, c'est incroyable ce que tu fais. » Bah oui, en fait c'est fou, mais c'est pas parce qu'on vit en ville que la magie n'existe pas, il y a plein de choses à faire. Et j'aimerais beaucoup faire une vidéo justement sur la magie urbaine. Moi ça fait très longtemps que je vis à Paris. Donc bien sûr que j'ai pas attendu de déménager à la campagne pour pratiquer, sinon voilà, moi j'adorerais ça, vivre dans une jolie petite maison avec un grand jardin en pleine nature. C'est vraiment pas le cas, donc il a bien fallu que je m'adapte à mes conditions de vie. C'est possible de pratiquer en ville. La ville c'est pas un endroit stérile en fait, déjà il y a plus de végétation qu'on ne pense, et quand je dis ça, les amis, moi j'habite dans le centre de Paris, donc c'est dire si c'est pas un espace vert, hein. Mais il y a quand même des parcs, il y a quand même plein de choses à notre disposition, et moi j'aime beaucoup ça, travailler finalement avec les végétaux et les fleurs qui poussent en ville,
Parce qu'il faut s'imaginer que si une fleur elle arrive à pousser à travers le béton, il faut s'imaginer la puissance de cette plante, de cette feuille, en fait elle est extrêmement résiliente. Donc dans le cadre de vos pratiques magiques, elle aura un effet, à mon sens, encore plus puissant que si elle a... Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais les fleurs qui poussent en ville sont tellement résilientes qu'elles apportent avec elles toute cette puissance dans vos sortilèges. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à regarder tout ce qui pousse autour de vous. Moi j'ai remarqué dans le tout petit square à côté de chez moi où on emmène jouer nos enfants, il y a de la sauge qui pousse, il y a toutes sortes finalement de végétaux. Alors moi j'ai toujours de la peine quand même à accueillir les plantes dans les espaces publics parce qu'il y a déjà tellement peu de végétation en ville que j'ai pas super envie d'en enlever davantage, mais il y a quand même beaucoup de choses à notre disposition, puis il y a tous les jardins publics. N'oubliez pas que quand on vit aux villes, il y a aussi toute la pratique chez vous, il y a tout ce qui est la magie du foyer, la kitchen witch, tout ça, c'est des choses que vous pouvez pratiquer en ville, mais il n'y a pas de souci. Et puis en ville, il y a mille et une façons de pratiquer. Déjà, la magie de protection en ville, hein, c'est déjà pas mal de la mettre en place. Et puis vous pouvez aussi, par exemple si vous adorez vous tout ce qui est la magie verte, pratiquer avec les plantes. N'oubliez pas, vous pouvez aussi cultiver chez vous des petites plantes en pot, dans des jardinières, il y a plein de choses à faire. Donc c'est pas du tout incompatible le fait de pratiquer et le fait de vivre en ville. Mais ça voilà, encore une fois, je vous réserverai une vidéo complète là-dessus. Mais voilà, d'ici là, pensez à toutes ces petites plantes que vous pouvez trouver à côté de chez vous. À côté de chez moi, il y a plein de pâquerettes. Même, par exemple, la pâquerette, c'est vraiment une toute petite fleur de rien du tout. Personne n'y fait attention. Mais pour moi, c'est vraiment une fleur de joie, d'innocence qui apporte tellement dans le sortilège. Voilà, ne négligez pas toutes ces petites choses qui sont aux alentours, toutes ces petites touches de vie. Il y a plein de choses à faire avec tout ça. Comment savoir quelles sont les sources fiables concernant les livres en ésotérisme? Eh bien, c'est important de se poser la question parce que évidemment, il y a ces dernières années une profusion extraordinaire de livres et on peut se questionner sur quelle est la qualité, comment choisir, comment faire la différence entre un ouvrage de qualité et bien qui est voilà, plus bof. Alors, je conseille systématiquement en première intention de consulter la bibliographie. La bibliographie en fin d'ouvrage, ça vous donne un aperçu des sources sur lesquelles s'est appuyé l'auteur pour écrire son livre. S'il n'y a pas de bibliographie, honnêtement, c'est mal parti. Ça veut dire que la personne, elle s'est basée sur rien, peut-être juste sur son expérience ou ce qui sort de son imagination. Donc, déjà, voilà, c'est un indicateur assez intéressant de la qualité du livre en question. Ensuite, regardez qui est la personne et quel type d'ouvrage c'est. Si par exemple, on va prendre un exemple concret, vous vous intéressez à la magie chez les Vikings, parce que ça vraiment ça vous intéresse, vous aimeriez apporter ça dans votre pratique, et ben il y a plusieurs niveaux de sources plus ou moins fiables. Tout en haut, la source la plus fiable que vous avez, et ben, c'est les Eddas, c'est-à-dire que c'est les sources historiques. Les gens de l'époque, enfin l'époque en tout cas, les premiers transcripteurs, les premières personnes qui ont écrit sur les Vikings, qui les ont observés, qui ont transcrit leurs pratiques, qui ont révélé leurs mythes, tout ça. Enfin voilà, donc ça, voilà. Dès que vous allez à la source originale, voilà, le document le plus ancien qu'on a, bah, vous êtes au plus proche de la vérité, même si c'est pas toujours le cas, parce que par exemple, si on parle de la culture celte, eh bien, en fait, la documentation qu'on a, bah, très souvent, ce sont des sources médiévales, donc des choses qui ont été écrites après, avec un regard déjà orienté, déjà un regard chrétien sur des pratiques anciennes. Donc, questionnez la source. Mais déjà, avec ça, vous avez une qualité une matière première qui est brute et qui vous permet de dire, bah oui, là, la personne qui a écrit, déjà, si ces sources-là sont citées dans les bibliographies, c'est bon signe. En reprenant l'exemple de vous intéresser à la magie chez les Vikings, l'autre type d'ouvrage, à mon avis, les plus qualitatifs sur la question, ce sont les ouvrages universitaires, c'est-à-dire les gens qui ont fait vraiment de la recherche historique, archéologique, anthropologique, voilà, sur la question.
sur ce sujet-là en particulier, je vous conseille Régis Boyer, c'est le grand spécialiste de tout ce qui est les Vikings. Il a écrit sur la magie du Nord, tout ça. Donc là, vraiment, vous avez une qualité de travail universitaire, avec des recherches, avec des méthodes, des méthodes universitaires qui sont appliquées. Donc là, vous êtes vraiment sur des ouvrages où on n'est pas là en train de supposer des choses. Tout ce qui est écrit, c'est parce qu'il y a une preuve derrière tout ça. Il y a un écrit, il y a une preuve archéologique, ce que vous voulez. Ensuite, il y a les personnes qui sont simplement des passionnés, des amateurs, et qui vont écrire sur la question. Alors là, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. En fait, il y a plein de gens qui sont passionnés, qui ne sont pas pour autant des grands professeurs, mais qui écrivent des choses de grande qualité. Donc là, encore une fois, regardez la bibliographie. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a un groupe néo-païen qu'on appelle l'Azatrou, et eux, ils se proposent de reconstituer les traditions de la religion, des religions germano-scandinaves, des Vikings, et ils pratiquent ça aujourd'hui. Et bien sûr, les ouvrages qu'ils proposent, c'est une version moderne, c'est un regard contemporain sur des pratiques anciennes, donc ça n'a bien sûr pas la même valeur que les écrits comme les Eddas ou ce qu'a pu faire Régis Boyer où il y a un regard d'historien. Donc voilà, donc distinguer qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez quelque chose pour pratiquer aujourd'hui? Auquel cas, voilà, les gens qui pratiquent aujourd'hui et qui écrivent des livres, c'est super intéressant pour vous parce que ça vous donne de l'inspiration. Mais si vous cherchez vraiment des sources historiques, concrètes, là, allez plutôt voir du côté des personnes qui parlent de ça concrètement, donc des personnes qui font de la recherche universitaire ou même pas forcément, enfin en tout cas des personnes qui ont cette démarche-là. Et puis voilà, tout en bas, il y a tout ce qui est les articles, les blogs, les trucs qu'on va trouver sur Internet. Voilà, honnêtement, c'est très difficile de discerner le vrai du faux parce que beaucoup de personnes vont parler en parlant de leur propre expérience, mais en mêlant ça à des choses qui sont plus ou moins vraies. Enfin, on trouve à boire, à manger. Enfin, moi, je le vois sur les sujets qui m'intéressent beaucoup. Je vous parle beaucoup des sabbats, des rites celtes. Et très souvent, quand je dis des choses sur la question, je me rends compte qu'il y a une grosse confusion. Plein de gens disent oui, les Celtes faisaient ci à l'époque, dans tel mythe, mais en fait, non, ça n'existe pas. C'est des choses qui ont été dites un jour, puis répétées, et c'est devenu une espèce de vérité, mais qui est une fausse vérité. Donc, effectivement, faites très attention à ce que vous trouvez sur les articles des blogs, tout ça. Ça se questionne beaucoup. Enfin, comment faire accepter ses croyances et pratiques par son entourage? Et la personne qui me dit qu'elle pratique en solo. C'est pas évident. Si tu as une famille qui est complètement fermée à tes pratiques, bon courage, ça demande beaucoup de patience. Ça demande de communiquer clairement. Après, évidemment, on ne peut jamais imposer ses pratiques aux gens qui vivent avec nous, à notre famille. Enfin, si c'est pas leur truc, c'est pas leur truc. En fait, il n'y a aucune raison qu'on leur impose quoi que ce soit. Moi, j'aimerais pas que quelqu'un d'autre m'impose sa religion, tout simplement. Après, réussir à en dialoguer pour au moins pouvoir pratiquer sereinement chez toi, sans que tu sois enquiquiné, c'est autre chose. Et je pense que la première chose à faire, c'est de déconstruire beaucoup d'a priori sur les pratiques sorcières, parce que je pense que si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas ou qui s'y opposent, c'est tout simplement parce qu'on a une image complètement fantasque de ce qu'est les pratiques sorcières. Ce travail, je le fais moi-même auprès des gens que je côtoie, que ce soit des gens dans mon travail ou globalement dans ma vie, parce que les clichés sur la sorcière, il y en a partout dans les livres, donc ça demande beaucoup de patience de changer cette image-là, d'en discuter, de proposer une autre version des choses. Ça demande de la patience et malheureusement, si ton entourage est complètement fermé à ça, tout simplement, la seule chose à faire pour toi, c'est de partager ta passion avec des personnes qui sont ouvertes à tout cela et de cloisonner ta vie spirituelle avec ta vie de famille. C'est possible, c'est peut-être pas évident pour toi et pas confortable, mais j'ai tendance à penser que c'est pas en essayant de convaincre les gens qu'on y arrive, c'est tout simplement parce qu'ils nous voient nous sentir bien et épanouis dans une pratique que ça va venir les intéresser.
Je prends un exemple qui me concerne, mais moi je suis végétarienne depuis très longtemps. Et quand je suis devenue végétarienne, il y a eu beaucoup de crispations autour de moi. Et bien sûr, j'ai eu envie de convaincre les gens autour de moi que c'était super d'être végétarien. Et en faisant ça, je n'ai fait que créer davantage de crispations et les gens se sont fermés à mon discours. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer et puis qui essaient de convaincre tous les gens à côté. Enfin, c'est encore pire. Et finalement, c'est en n'en parlant pas, en vivant ma vie, que finalement les gens autour de moi ont commencé à s'y intéresser en se disant « Ah bah tiens, t'es super en forme, c'est intéressant. » et petit à petit, eh bien, j'ai eu de plus en plus de végétariens, d'amis végétariens, des gens qui ont changé leur mode de vie. Et finalement, la stratégie la plus efficace, ça a été juste d'incarner ma propre philosophie de vie. Et donc voilà, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de pratiquer, d'être épanoui dans ce que tu fais sans chercher à convaincre. Et si les personnes te tendent la perche pour en parler, véhiculer une image différente de celle qui est d'habitude véhiculée sur la question de la sorcellerie. Voilà, j'arrête ici cette FAQ, j'espère avoir répondu à vos questions. J'ouvrirai une autre boîte FAQ dans quelques temps parce que je vois que ça vous plaît comme ça, que je puisse répondre à vos questions. Merci de votre soutien, je vous dis à très bientôt.